Hello les voyageurs! De retour d'un voyage en camping-car de 2 mois en Scandinavie, je vous ai partagé mon périple à travers une trentaine de vidéos. Pour conclure cette escapade nordique, je vous propose maintenant de faire le bilan de mon aventure. Dans cette vidéo, je vais donc bien évidemment vous livrer mes impressions de voyage, vous dévoiler mes nombreux coups de cœur, mais aussi mes quelques déceptions. Je vais surtout vous donner une multitude de conseils qui vous seront bien utiles si vous envisagez de voyager à travers les pays nordiques. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous révélerai le budget détaillé que m'a coûté ce road trip scandinave. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Alors, prêt pour cette vidéo bilan? Générique. Allez, pour commencer, je vous donne quelques chiffres. 2,34, c'est le prix moyen en euros que j'ai payé pour 1 litre d'essence. 5, c'est le nombre de pays que j'ai traversés. 9, c'est le nombre de postes frontières par lesquels j'ai transité. 10,23, c'est la moyenne en litres d'essence que j'ai consommée pour faire 100 km. 15, c'est la température moyenne journalière en degrés Celsius que j'ai eue sur l'ensemble de mon road trip. 16, c'est le nombre de ferries sur lesquels j'ai embarqué. 30, c'est le nombre de pleins d'essence que j'ai fait durant mon voyage. 61, c'est le nombre de jours de voyage que j'ai passé à sillonner les pays nordiques. 125, c'est le nombre de sites remarquables que j'ai visités. 146, c'est le nombre de sites que j'avais prévu de voir. 178, c'est le nombre de tunnels que j'ai traversés. 225, c'est la moyenne kilométrique journalière que j'ai parcourue. 783, c'est le nombre de ponts que j'ai empruntés. 13 709, c'est le nombre total de kilomètres que j'ai parcouru durant ce périple à travers la Scandinavie. Ce road trip scandinave, je l'ai préparé durant 2 ans. La crise de la Covid-19, qui a d'ailleurs paralysé le monde entier pendant trop longtemps, m'a permis de peaufiner les préparatifs de mon voyage. J'ai donc passé des heures à visionner des vidéos, à consulter des blogs, à me renseigner sur les pays traversés, à préparer mon véhicule, bref, à anticiper mon road trip dans ses moindres détails. Je vous invite d'ailleurs à aller voir toujours sur ma chaîne les préparatifs de ce voyage dans ma vidéo intitulée 8 conseils pour bien préparer un road trip. Cette vidéo constitue en fait une sorte de préambule à ce périple. Quand on projette de sillonner les routes scandinaves à la découverte des pays nordiques, il faut en premier lieu tenir compte des conditions climatiques. En hiver, les routes sont verglacées et certaines sont même fermées car enneigées. Beaucoup de sites sont alors tout simplement inaccessibles, même à pied. En plus, en hiver, et compte tenu de la latitude septentrionale des pays nordiques, les journées sont très courtes car le soleil se lève tard et se couche tôt, quand il se lève d'ailleurs. Par exemple, au Cap Nord, le soleil ne se lève pas du tout de fin octobre à début février. Il fait noir pendant 3 mois. C'est ce qu'on appelle la nuit polaire. Donc, et à moins de vouloir observer à coup sûr des aurores boréales, ou alors vouloir spécialement vivre l'expérience d'une nuit sans fin, je pense qu'il vaut mieux éviter de voyager en Scandinavie en hiver. Par contre, toujours au Cap Nord, mais en été cette fois-ci,
De la mi-mai à la fin juillet pour être plus précis, le soleil brille en permanence 24 heures sur 24. C'est ce qu'on appelle le jour polaire, ou plus communément, le soleil de minuit. Et franchement, c'est déroutant. Le soleil descend jusqu'à frôler l'horizon, mais il remonte aussitôt, sans jamais disparaître. Finalement, il fait jour tout le temps. Bref, tout ça pour vous dire que je pense que l'été est la période la plus propice pour voyager dans les pays nordiques et profiter ainsi d'un maximum de clarté pour contempler les paysages grandioses qu'offre la Scandinavie. Mais sachez toutefois qu'en période estivale, une horde de touristes, et plus particulièrement de camping-caristes, sillonne les pays nordiques. En plus, dès la mi-juin et jusqu'à la mi-août, les populations locales qui profitent de leur période de congés scolaires viennent fortement gonfler les effectifs touristiques. Personnellement, j'ai tenté de trouver le meilleur compromis pour profiter au mieux de ce périple en partant du 30 avril au 29 juin. Ce choix m'a permis d'éviter de me retrouver noyé au milieu de la foule estivale, même s'il faut bien l'avouer, les endroits hyper touristiques étaient quand même déjà bien fréquentés. Mais franchement, ça allait. À refaire, je choisirais la même période de voyage. Après avoir traversé très rapidement l'Allemagne, j'ai fait halte à Copenhague, au Danemark. Copenhague est d'ailleurs la seule capitale scandinave que j'ai visitée. Lors de ce road trip en Scandinavie, et compte tenu du temps que j'avais devant moi, 2 mois de voyage, c'est plutôt pas mal long, me direz-vous, mais vu la multitude de choses que j'avais envisagé de voir, le temps alloué à ce voyage s'est finalement révélé tout juste. Bref, mon temps de voyage étant limité à 2 mois, il m'a fallu faire des choix. J'ai donc décidé de ne pas m'attarder à visiter les villes pour plutôt prendre le temps de découvrir les grands espaces scandinaves et faire un maximum de belles randonnées en pleine nature. Aussi, j'ai choisi de monter assez rapidement jusqu'au Cap Nord via la côte est suédoise, sans trop perdre de temps, mais en faisant toutefois quelques arrêts. Explorer l'île de Land et ses moulins à vent, tout comme faire du kayak dans la région des Grands Lacs suédois, ont été pour moi de véritables coups de cœur. Arrivé tout en haut du golfe de Botnie, j'ai quitté la Suède pour entrer en Finlande et découvrir la culture sami en traversant la Laponie et ses immenses lacs encore gelés en ce début du mois de mai. J'étais plutôt en mode seul au monde. Beaucoup de sites étaient encore fermés et n'ouvraient au public que début juin. De manière générale, la route Lapolne, toujours toute droite et bordée de sapins, était à cette époque peu fréquentée. Ne traversant que de rares villages, elle m'a semblé interminable. Bref, cette partie du voyage était, je l'avoue, un peu monotone, et j'ai vraiment été soulagé d'arriver enfin en Norvège. Je m'étais fixé comme deadline d'être au Cap Nord pour la mi-mai afin de vivre en avant-première le phénomène si particulier du soleil de minuit. Bref, je voulais être sur place avant l'arrivée massive des centaines de touristes déposés là quotidiennement par le balai incessant des bus, des tours opérateurs. Une fois sur place, et même si les conditions climatiques n'étaient pas franchement des plus favorables, un épais brouillard rendait la visibilité quasi nulle, des vents polaires soufflaient à décorner des bœufs et les températures négatives étaient glaciales. Bref, et avec du recul, ces conditions extrêmes ont finalement largement contribué à rendre à mes yeux ce célèbre Cap Nord encore plus magique. Toutes ces conditions ont renforcé le sentiment que j'avais jusqu'alors. Atteindre le Cap Nord, eh ben ça se mérite. Du coup, là aussi, aucun regret et plutôt un vrai coup de cœur. Une fois l'étape mythique du Cap Nord derrière moi, il me restait alors 1 mois et demi
pour redescendre tranquillement le long de la côte norvégienne en prenant mon temps. Arrêt à Alta pour découvrir des gravures rupestres vieilles de 7000 ans et visite de la ville de Tromsø, considérée comme la capitale arctique. Ensuite, j'ai passé 2 semaines à sillonner de long en large les principales îles côtières. Tout d'abord la petite île aux eaux turquoises de Sommarøy, puis l'île encore sauvage de Senja, certainement là les plus beaux paysages que j'ai vus lors de ce road trip. Ensuite, l'archipel des Vesterålen, où j'ai pu embarquer à bord d'un Zodiac pour tenter de voir des baleines. Et enfin, les célèbres îles Lofoten, réputées pour être le plus bel archipel du monde. Retour sur le continent pour aller randonner jusqu'au Svartisen, le deuxième plus grand glacier de Norvège. Je me suis senti tout petit devant cette force de la nature. Encore un coup de cœur. Puis, je suis redescendu sous le cercle polaire arctique pour suivre, cap au sud, la route du littoral en m'arrêtant çà et là pour faire quelques belles balades, comme l'étonnante montagne trouée de Torghatten ou encore la visite de la ville historique de Trondheim, la première capitale norvégienne. Après avoir emprunté la mythique route de l'Atlantique, une route qui saute d'îlot en îlot, j'ai quitté la côte pour entrer dans les terres. Direction Trollstigen, littéralement l'échelle des trolls, une route qui serpente dans la montagne et qui grimpe à flanc de falaise pour déboucher sur des hauts plateaux encore enneigés. Franchement, impressionnant. Et encore un coup de cœur. La route, bordée par d'immenses murs de neige, m'a conduit au Geirangerfjord, certainement le plus connu des fjords de Norvège. Ensuite, j'ai visité quelques stavkirker, ces églises en bois debout, si particulières aux contrées nordiques. Perso, d'habitude, je ne suis pas trop fan d'églises, mais rien que pour leur performance architecturale, les stavkirker valent vraiment le déplacement. Arrêt à Bergen pour visiter la ville et ses alentours, et en particulier quelques cascades majestueuses. Ça a été sans doute la partie la plus compliquée de mon périple, car pendant plusieurs jours, il ne faisait que pleuvoir. C'était limite déprimant. En même temps, la région de Bergen est réputée pour être la plus pluvieuse d'Europe. À la mi-juin, je suis arrivé à Stavanger. J'ai eu la chance de pouvoir participer durant 2 jours à un festival viking. Franchement, c'était génial. L'histoire et la culture viking m'ont vraiment passionné. Là aussi, un gros coup de cœur. Ensuite, retour dans les terres pour aller faire la mythique randonnée jusqu'au Prekestollen, un rocher qui culmine à 604 mètres au-dessus du Lysefjord. Encore un spot impressionnant et encore un coup de cœur. Retour sur la côte pour aller voir le Lindesnesfjord, le phare le plus ancien du pays, et me balader dans l'archipel des Vest-Agder. Puis j'ai traversé la belle région du Telemark pour poursuivre ensuite mon périple sur la côte ouest de la Suède. J'ai passé pas mal de temps à visiter les nombreux sites de gravure rupestre présents dans la région. Il y en a partout. Et j'ai trouvé ça franchement fascinant. Donc là aussi, un coup de cœur. J'ai repris la route pour retourner au Danemark. Je me suis baladé au milieu des daims, dans une ancienne réserve de chasse, et c'était plutôt sympa. J'ai visité le plus grand château de Scandinavie, un bel édifice avec de somptueux jardins. Mais j'ai pu surtout visiter le musée hyper intéressant des Drakkar de Roskilde, une visite que je vous conseille vivement de faire. Ce sera d'ailleurs le dernier coup de cœur de mon périple scandinave. Je termine mon road trip à Legoland, une dernière étape et un retour en enfance avant de reprendre la route pour retraverser l'Allemagne et retourner dans ma Lorraine natale. Vous pouvez visionner la trentaine de vidéos qui détaillent ce périple
en cliquant sur le lien qui s'affiche quelque part ici sur l'écran. Vous pouvez aussi consulter le descriptif de cette vidéo pour trouver un lien spécifique à chaque étape de mon road trip en Scandinavie. Beaucoup de voyageurs que j'ai croisés sur ma route faisaient approximativement le même circuit que moi, mais pour la plupart, à l'inverse, dans l'autre sens. Ils m'ont quasi tous avoué avoir dû précipiter leur séjour en Norvège de peur de ne pas avoir suffisamment de temps pour boucler leur itinéraire scandinave. En les questionnant, ils m'ont tous dit qu'à refaire, ils monteraient par la côte est suédoise, comme je l'ai fait d'ailleurs, et ce très rapidement jusqu'au Cap Nord, pour ensuite prendre le temps de visiter tranquillement la Norvège. Il faut bien l'avouer, la Norvège est le pays phare du tourisme scandinave. Il y a tellement de choses à voir en Norvège que ce pays mérite à lui seul au moins 2/3, voire même 3/4 du temps alloué à un voyage en Scandinavie. Perso, et en parcourant en moyenne 225 km par jour tout en faisant toutefois 3 grosses pauses, j'ai pu voir plus de 85% des choses que j'avais prévu de visiter en Scandinavie. Donc, et à refaire, je suivrai le même itinéraire en me donnant peut-être une marge supplémentaire d'1 semaine de voyage. Allez, maintenant qu'on a vu l'itinéraire, un petit point sur la météo. Sur mes 61 jours de voyage, j'ai plutôt eu de la chance. 28 jours de grand soleil, 16 journées mitigées mais sans pluie, 15 jours où il pleuvait quelquefois même averse, et 2 journées tout au nord de la Norvège où il a un peu neigé. Au niveau des températures que je relevais 2 fois par jour, le matin en bleu sur le graphique et en rouge pour le soir, j'ai eu au plus froid -1 degré au Cap Nord le 13 mai et au plus chaud une journée caniculaire à 33 degrés sur la côte ouest suédoise le 25 juin. Mais dans l'ensemble et sur la durée de mon séjour scandinave, il faisait en moyenne 15 degrés, une température largement supportable. Il faut tout d'abord savoir que dans tous les pays scandinaves, et c'est une règle unanime, il convient de rouler à droite avec les feux de croisement allumés, et ceci de jour comme de nuit. La vitesse sur autoroute est théoriquement fixée à 130 km/h, même si en réalité, la plupart des portions de route est limitée à 110 km/h. Quoi qu'il en soit, les camping-cars sont limités à 80 km/h, même sur les autoroutes. Alors, attention à ne pas dépasser cette limite fatidique, car sinon, c'est la prune assurée. Même si je n'ai que très rarement croisé un véhicule de police, je n'ai jamais traversé des pays possédant autant de radars. À chaque intersection, c'est pas compliqué, il y en a un, c'est dingue. En plus, il y a même des radars tronçons qui évaluent votre vitesse sur une distance de plusieurs kilomètres. Une légende raconte que si tu dépasses la vitesse autorisée, les autres usagers de la route te dénoncent aux autorités. Une sorte de délation citoyenne. Est-ce un fake? Je ne sais pas. Mais dans le doute, et pour ne pas avoir de soucis, j'avais pris l'habitude de définir sur mon GPS une alarme qui me prévenait dès que je dépassais une vitesse maximale que j'avais fixée à 79 km/h. Apparemment ça a marché, car à ce jour, je n'ai reçu aucun PV pour excès de vitesse. Par ailleurs, il faut savoir qu'en période estivale, presque la totalité des routes scandinaves sont en travaux. Les services de la voirie profitent des quelques mois de beau temps pour entretenir les routes. La circulation est donc régulièrement ralentie, voire stoppée. Et ce, quelquefois pendant longtemps, même très longtemps. Au pire, j'ai dû un jour attendre plus d'1 heure avant de pouvoir redémarrer mon moteur pour suivre le véhicule estampillé Follow Me à travers la zone de travaux. Bref, il convient de tenir compte de ces ralentissements incessants et quotidiens lorsque vous établissez votre parcours. En Scandinavie,
dès que vous quittez les grands axes de circulation, vous vous retrouvez rapidement sur des routes secondaires dégradées qui finissent généralement en pistes défoncées. Les utiliser diminue drastiquement votre vitesse de progression. Pour l'avoir essayé, couper par les pistes reste faisable, mais rallonge énormément votre temps de déplacement. Mieux vaut donc rester sur les grands axes routiers. Durant ce périple, j'ai dû traverser pas moins de 9 postes frontières. Les formalités douanières sont en réalité très simples. Elles se résument à avoir un passeport en cours de validité et les papiers du véhicule à jour. La carte grise bien évidemment, sans oublier l'attestation d'assurance. En tant que citoyen français, aucun visa n'est requis pour voyager en Scandinavie. Mais souvenez-vous, à l'époque où j'ai réalisé ce road trip, on sortait tout juste de la pandémie mondiale de la Covid-19. En qualité de bon français multivacciné, j'avais bien évidemment mon pass sanitaire européen en règle. Mais entrer en Finlande en ayant forcément transité par la Suède semblait d'emblée compliqué. Cela supposait théoriquement l'obligation de produire un test antigénique de moins de 24 heures, un test officiel qui forcément devait être réalisé à la frontière, moyennant au passage la bagatelle somme de 300 €. Bref, je me suis présenté à la frontière sans avoir fait de test, mais avec mon carnet de vaccination français à jour, en me disant que si l'on me demandait un test, au culot, je sortirais un des kits que j'avais embarqué dans mon véhicule pour me tester en live devant le douanier, et que si malgré ça j'étais refoulé, tant pis, je rebrousserais chemin pour regagner le Cap Nord par un autre itinéraire en zappant la Finlande. En réalité, je suis passé comme une lettre à la poste. Aucun test, ni aucun contrôle, même pas des papiers. Le seul contrôle douanier que j'ai eu sur l'ensemble de mon périple, c'était entre le Danemark et la Suède. Un douanier m'a arrêté car j'avais un feu de croisement qui ne marchait pas. Pour l'anecdote, après avoir contrôlé mes papiers, il m'a demandé en plaisantant si le pot de basilic que j'avais placé en évidence sur mon tableau de bord n'était pas en fait un plant de cannabis. D'abord un peu déconcerté par cette question plutôt bizarre, on a fini tous les deux par en rigoler. D'ailleurs, ce fameux pot de basilic a suscité pas mal d'interrogations auprès des gens que j'ai rencontrés sur ma route. Il a souvent été le sujet permettant d'engager une conversation. Comme quoi, entrer en relation avec quelqu'un tient finalement à peu de choses. Les préjugés communs décrivent les Scandinaves comme des gens plutôt discrets, souvent timides ou encore réservés, en tout cas toujours très disciplinés. C'est vrai que les Scandinaves peuvent de prime abord paraître froids. Mais en réalité, cette attitude qu'on juge à tort de distante est en fait une philosophie de vie. Si je ne devais retenir qu'un mot pour décrire la mentalité scandinave, ce serait celui de lagom, qu'on peut traduire par ni trop ni trop peu. Chaque Scandinave œuvre à cet équilibre et aspire à une vie posée sans haut ni bas. Pour un Scandinave, la pire des choses serait de se faire remarquer, en bien ou en mal d'ailleurs, car sortir du rang équivaudrait alors à remettre en question l'harmonie de la société tout entière. Donc il ne faut pas vous offusquer si en arrivant à un endroit, les personnes présentes ne vous calculent même pas, et vous paraissent même limite hautaines. En fait, ils ne veulent pas vous déranger. Par contre, si vous allez vers eux, ils sont hyper empathiques et vous offrent une relation sincère et toujours bienveillante, sans chichi ni blabla. Cette manière d'aborder la vie n'est peut-être pas pour rien dans le fait que les Scandinaves sont considérés comme les personnes les plus heureuses de la planète. Concernant la sécurité, voyager
en Scandinavie est carrément safe. Je n'ai jamais eu le sentiment d'être en insécurité durant mon périple scandinave, que ce soit aussi bien en ville que perdu en pleine nature. Quand je suis passé à quelques dizaines de kilomètres de la frontière entre la Finlande et la Russie, il y avait bien quelques mouvements de troupes, mais rien d'alarmant. Les pays nordiques que j'ai traversés sont tous classés dans le top 30 des pays les plus sûrs au monde. Pour info, la France se classe en 65e position. Issu de coutumes ancestrales, en Suède, en Finlande et en Norvège, l'accès à la nature est un droit protégé par la loi qui m'a permis la plupart du temps de dormir gratuitement dans mon véhicule à peu près partout où je le souhaitais, et ce même sur des terrains privés, à condition d'être hors de portée visuelle et auditive du propriétaire des lieux et de ne laisser aucun déchet ni aucune trace de mon passage. Mais attention, au Danemark, le camping sauvage n'est pas officiellement autorisé, même si dans l'ensemble, il est plutôt bien toléré. Dans le doute, j'ai préféré bivouaquer au Danemark sur des aires sommairement aménagées mais gratuites, ou encore aller dormir au camping. Partout ailleurs durant ce périple, j'ai généralement bivouaqué en pleine nature, gratuitement et sans aucun souci. Les seuls endroits où le bivouac était explicitement interdit et le stationnement payant, c'était aux abords des grands sites touristiques et dans les villes. Le stationnement coûte très cher dans les pays nordiques, et mieux vaut ne pas dépasser la durée légale. J'en ai fait l'expérience et j'en garde un souvenir plutôt amer. À Tromsø, au nord de la Norvège, j'ai eu la mauvaise surprise de retrouver sur mon pare-brise un PV m'invitant à payer de suite et via Internet la somme de 100 € pour avoir dépassé d'à peine 20 minutes la durée de stationnement. J'avais pourtant déjà payé très cher, de mémoire une dizaine d'euros, un ticket de stationnement. Ça fait cher la minute. Pour ceux qui sont en train de calculer, ça fait 5 €. Une étudiante française qui faisait ses études à Tromsø me disait que la verbalisation quasi systématique des camping-cars est un des moyens utilisés par la municipalité pour obliger les nombreux véhicules aménagés qui font halte en ville à stationner loin du centre-ville. Enfin bref, cette expérience m'a conforté dans mon choix de ne pas m'attarder à visiter les villes trop chères pour plutôt profiter des grands espaces gratuits. Au sujet des rares campings dans lesquels j'ai fait halte, je peux vous dire que les tarifs étaient tout simplement prohibitifs. Branchement électrique et accès aux douches à payer en sus, Wi-Fi de très mauvaise qualité, peu, voire pas de service de proposer. Bref, c'est vraiment très cher pour ce que c'est. Pas beaucoup mieux du côté des aires pour camping-car. Là aussi, les prix sont exorbitants par rapport aux services proposés qui se limitent généralement à simplement pouvoir vidanger ses eaux grises et à s'approvisionner en eau potable, à condition de posséder toutefois la fameuse clé universelle qui permet d'ouvrir le robinet. Un outil indispensable à avoir obligatoirement dans votre caisse à outils si vous voyagez en Scandinavie. La pire expérience que j'ai vécue en termes de bivouac a été en Finlande, plus précisément au village aurifère de Tankavaara. J'ai dû payer 25 € pour avoir le droit de me poser une nuit sur un pauvre parking en gravier détrempé, sans strictement aucun service, alors même que le site touristique, recouvert d'une épaisse couche de neige, n'était même pas encore ouvert au public. Bref, purement et simplement du vol organisé. Honte à eux. Aussi, je vous encourage à voyager en autonomie la plus totale possible. C'est d'ailleurs ce que je tente de faire personnellement en améliorant constamment l'aménagement de Max, ma machine à voyager. Panneaux solaires, toilettes sèches, filtration de l'eau par gravité, pas de frigo, etc.
allez jeter un œil à la playlist intitulée Ma Van Life qui traite des nombreuses améliorations que j'ai réalisées dans mon véhicule pour être en totale autonomie. Je ferai peut-être une vidéo 20 tours dans laquelle je vous présenterai mon J5. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Durant ce périple scandinave, j'ai dû embarquer à bord d'une multitude de traversiers. Quelquefois volontairement pour gagner du temps et éviter de faire des dizaines de kilomètres de détours pour relier une destination, mais souvent car je n'avais tout simplement pas le choix, vu qu'il n'y avait plus de route pour poursuivre mon périple. Bref, voyager en Scandinavie, et plus particulièrement en Norvège, m'a obligé à prendre régulièrement le ferry. Si pour moi c'était un moyen de transport jusqu'ici exceptionnel, là-bas c'est une pratique vraiment banale. On prend le ferry en Scandinavie, comme chez nous on traverse tout bonnement un pont. Quoi qu'il en soit, les traversées sont régulières et très bien organisées. Sauf les dimanches et les jours fériés, il ne faut pas attendre bien longtemps avant de voir arriver un ferry. Pas besoin de réserver à l'avance votre place, il suffit de se présenter sur l'embarcadère et d'attendre le prochain ferry. La plaque d'immatriculation de votre véhicule est systématiquement scannée à l'embarquement, ce qui vous évite généralement de devoir payer sur place les frais de transport. Il faut au préalable s'enregistrer sur un site de paiement en ligne en renseignant l'immatriculation de votre véhicule et vos coordonnées bancaires. Personnellement, je m'étais inscrit sur ePass24. Le montant global de mes traversées, tout comme celui de certains payages autoroutiers, a été débité sur mon compte bancaire dans un délai de 2 mois après mon voyage. Perso, ça m'a coûté un peu plus de 310 €. Pour éviter de payer, j'en vois déjà certains qui envisagent d'oublier, entre guillemets, de s'enregistrer et qui projettent de prendre le ferry incognito. Je ne vous jette pas la pierre, j'y ai pensé aussi. Mais après avoir consulté une multitude de vlogueurs affirmant avoir pris les ferries sans s'enregistrer, aucun, à ma connaissance, n'a fait de retour, positif ou négatif d'ailleurs, sur leur expérience. Donc perso, et pour ne pas avoir d'éventuelles mauvaises surprises à mon retour de voyage, j'ai préféré m'enregistrer et payer. Enfin bref, les traversées en ferry ont certes un coût qui de prime abord peut paraître important dans un budget voyage. Mais, et à bien y réfléchir, en prenant les ferries, j'ai vraiment gagné beaucoup de temps. Et quand on sait qu'en voyage, le temps c'est souvent ce qui nous manque le plus, eh bien prendre le ferry, je trouve que finalement, ça vaut le coup. Pour tout traveler qui se respecte, le carburant, c'est le nerf de la guerre. Sans carburant, pas de road trip. S'approvisionner en carburant en Scandinavie ne pose dans l'ensemble aucun problème. Max, mon fidèle compagnon de route à 4 roues, carbure à l'essence. Il s'abreuve de préférence de samplon 98, même s'il ne réchigne pas trop si je lui donne du 95. Des fois, il pétarade quand même un peu, certainement pour dire qu'il n'est pas content. Enfin bref, j'ai trouvé de l'essence facilement et partout. Généralement, c'était du samplon 95, plus rarement du samplon 98. Jamais d'éthanol. Bon, en même temps, j'ai pas vraiment fait gaffe. Quasi pas de GPL, mais par contre, partout du gasoil. Les seuls endroits où les pompes se faisaient plutôt rares, c'était durant ma traversée de la Laponie finlandaise ou encore durant mon escapade sur les routes secondaires de l'île de Senja ou encore sur celle de l'archipel des Vesterålen. Consommant en moyenne un peu plus de 10 litres au 100, j'avais embarqué dans un jerrycan 20 litres d'essence en réserve, histoire de me constituer une marge confortable de sécurité, me permettant de prendre sereinement des chemins de traverse. Pour info,
Je n'ai jamais eu à utiliser cette réserve, car finalement, en Scandinavie, trouver du carburant, c'est pas franchement un problème. Là où ça se corse, c'est au niveau du prix des carburants. Alors qu'on payait en France en mai 2022 1,93 € le litre de samplon 95, en Scandinavie, et en moyenne sur la durée de mon séjour, j'ai payé le litre d'essence 2,34 €, soit 20% plus cher. Le pire, c'était en Norvège, du côté de Flåm, où j'ai touché le litre d'essence à 2,76 €. Pour info, le litre de gasoil coûtait systématiquement toujours environ 20 cents de plus. Hallucinant. Pour ce qui est du gaz, que j'utilise pour cuisiner et pour me chauffer, je suis parti sans trop me poser de questions, avec 2 bouteilles de propane de 5 kg chacune. J'avais entendu dire qu'en Norvège, on pouvait faire recharger ces bouteilles dans certaines stations-service. Mais le système d'allumage de mon chauffage Truma m'ayant lâché peu de temps avant mon arrivée au Cap Nord, je n'ai finalement consommé que peu de gaz et uniquement que pour cuisiner. Donc question consommation en gaz, je peux pas vous dire. De manière générale, le coût de la vie est 30% plus cher en Scandinavie qu'en France. J'ai effectué quasi uniquement mes ravitaillements en denrées alimentaires en grande surface. Dans les villes et aux abords des grands axes, il y en a partout. Les supermarchés sont immenses. Ils sont ouverts 7 jours sur 7, généralement de 8 h à 22 h en semaine. Le dimanche, ils ferment plus tôt, généralement avant 20 h et quelquefois avant 18 h. On y trouve de tout, essentiellement des denrées alimentaires. Chose étonnante, je n'y ai vu que rarement du poisson frais, que du poisson séché ou alors surgelé ou en conserve. De manière générale, il y a peu de produits frais disponibles à la coupe et tout est sous plastique. Ce qui m'a le plus étonné, c'est la présence d'immenses rayons de bonbons et autres sucreries et surtout le fait de pouvoir acheter du tabac et des médicaments directement à la caisse, alors qu'il est impossible d'acheter de l'alcool, à part de la bière peu alcoolisée, et encore, pas à toute heure de la journée. Dans les campagnes, au bord des routes, on trouve quelquefois des espèces de niches où des particuliers proposent en libre service du miel, des œufs, des confitures, des fruits, des légumes, bref, tous les produits de leur exploitation qu'ils souhaitent vendre. Le principe est simple, on s'arrête, on s'informe du prix que demande le particulier et qui est noté sur une feuille de papier épinglée dans la niche. On dépose la somme à payer en argent liquide dans une simple boîte et on repart avec le ou les produits choisis. Facile, rapide et efficace. Pas de vol ni de dégradation. Ça laisse rêveur. C'est pas chez nous qu'on pourrait faire ça. Je ne suis allé qu'exceptionnellement au restaurant. Car franchement, le peu d'établissements que j'ai fréquentés, ça m'a coûté un rein. J'ai donc essentiellement cuisiné dans mon van ou alors mangé sur le pouce le très populaire French hot dog, une sorte de saucisse de Francfort bardée de lard et enfouie dans un pain de mie tartiné de sauce aigre douce. Hormis ce sandwich phare, qui est d'ailleurs disponible à longueur de journée dans toutes les stations-service et sur tous les ferries, j'ai tout de même pu goûter à quelques spécialités scandinaves. Soupe à base de saumon, crabe géant, fromage de chèvre au caramel salé, saucisson de baleine, de renne ou encore d'élan. Moment que vous attendez tous, je vais vous donner maintenant le budget que j'ai alloué pour ce périple de 13 709 km à sillonner durant 2 mois la Scandinavie. Comme vous vous en doutez, le poste de dépense le plus important pour ce road trip a été bien évidemment les frais de route. D'abord 30 pleins d'essence pour un montant total de 3 200 €, auquel il convient d'ajouter 405 € de frais de traversée en ferry et 238 € de péage routier, soit en fait 65% du budget total
rien que pour les frais de route. Le deuxième poste de dépense le plus important a été l'alimentation. 548 € d'achat de denrées alimentaires, plus 317 € de restaurant, soit un montant total de 865 € pour l'alimentation. Pour les droits d'entrée aux 125 sites que j'ai visités, j'ai déboursé 472 €. À noter que dans ce montant est compris le prix de la sortie en mer que j'ai effectuée à Andesnes à la recherche des baleines. Sortie qui m'a coûté à elle seule 170 €. Les 6 arrêts que j'ai faits en camping me sont revenus à 165 €, soit une moyenne de 27,50 € par nuitée pour une personne seule, plus un véhicule sans aucun branchement électrique. Les quelques stationnements que j'ai dû payer en Scandinavie, essentiellement lors de mes rares passages en ville, m'auront tout de même coûté 69 €. Et pour finir, il convient d'ajouter à cette liste de dépenses 427 € d'achats divers, une catégorie fourre-tout, essentiellement composée d'achats de souvenirs et de cadeaux pour la famille et les amis. À noter que j'y inclus les fameux 101 € du PV que j'ai eu à Tromsø pour dépassement de la durée de stationnement. Bref, en définitive, ce road trip de 61 jours en Scandinavie m'aura coûté, frais bancaires et commissions de change compris, pas moins de 5 841 €, soit presque un coût de voyage de 96 € par jour. Vu le bilan que je viens de vous dresser, ce road trip de 2 mois, passé à sillonner les routes scandinaves en camping-car, a été pour moi un voyage fabuleux, qui restera gravé à jamais dans ma mémoire. C'est très certainement un des plus beaux voyages que j'ai fait jusqu'à ce jour. Donc, et pour conclure, je ne peux que vous conseiller d'aller visiter les pays nordiques. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter et de la partager. Ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez découvrir d'autres de mes road trips ou ma van life, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.